Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Majuscule Propos. Ce soir, on discute sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, RDC. Moi, Amandine Tikouma-Sabo, je suis avec deux analystes en diplomatie. Je suis avec Sébastien Golé-Dieudonné et Joseph Sengimana. On va directement parler de la résolution, donc sur la résolution 2025-2553 RSP du Parlement européen du 13 février 2025 sur la situation sécuritaire donc à l'est de la République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup pour la question, mais je pense que ce n'est pas la première fois que l'Union européenne prend des résolutions à la contre du Rwanda. Il y a quelques années déjà, on prenait des résolutions en ce qui concerne Paul Rusesabagina. Et en fin de compte, ça n'a pas été appliqué. Vous savez, ça n'a pas été mis en exécution parce que, au fur et à mesure que la résolution passe au Parlement, elle doit aller à la Commission européenne. Donc, c'est le représentant de l'Union européenne chargé des relations internationales et qui doit apprécier la question et pouvoir mettre cette résolution en pratique. Donc il faut attendre. C'est vrai que la résolution est passée au niveau de l'Union européenne, mais il doit encore être... Parce que le Conseil européen, donc le commissaire chargé des relations internationales, va être interpellé sur cette question et doit pouvoir se défendre. Et s'il ne convainc pas, bon, on va lui demander, parce qu'il y a des pressions à l'intérieur, tous les partis qui sont représentés au sein de l'Union européenne ne sont pas nécessairement d'accord avec. Mais si on regarde de près, la résolution est prise par 2 ou 3 partis qui ont fait du lobbying. Et probablement pour moi, la Belgique est derrière. Et les autres pays, vous savez, l'Union européenne est à 27. Et il y en a qui ignorent la question, qui ne sont pas tout à fait bien informés. Et l'hémicycle, quand ils sont là, ce sont ces gens-là qui sont là et qui essaient de pousser pour que la résolution soit prise au niveau de l'Union européenne. Après, ça va auprès de la commission chargée des relations internationales. Donc, la résolution a été prise, très bien, mais elle doit encore être défendue ou alors acceptée dans sa totalité pour qu'elle puisse être mise en pratique. Mais entre-temps, vous avez vu que notre Parlement aussi a répliqué déjà. Oui. Et ça donne du temps au Parlement européen de pouvoir répondre. Parce qu'on ne peut pas... Parfois, ils se basent sur des faits qui ne sont pas réels, des faits qu'ils ont ramassés à gauche, à droite, ou pas des experts. Ou, quand vous regardez même de près, les documents sont déjà faits depuis longtemps, ont été appliqués dans une autre situation. Oui. Et donc, l'opinion est bluffée. On a l'impression qu'on va sortir une résolution où ils ont trouvé quelque chose de nouveau. Non. Ouais. C'est une machine qui se met en place. Mais pour quelqu'un, pour... un pays attentif, il a l'information et je salue la position de notre Parlement d'avoir répondu à ce que le Conseil de sécurité, le Parlement européen a fait. Ouais. Merci, ça c'est un point donc, de vue du niveau de l'Europe. Et l'autre point, parce que maintenant ça va être transmis au niveau des organisations de la région. Et vous, ambassadeur Sengimana, donc c'est quoi votre point de vue au niveau de l'Afrique, la région, les organisations régionales? Pour l'Afrique, essentiellement, il y a l'Union africaine. Et au niveau de l'Union africaine, il y a le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui est l'organe qui délibère sur des situations de crise surtout. Et il a planché ces derniers temps sur la situation à l'est du Congo. Donc il y a eu... la semaine, le dimanche passé, en fait, une résolution qui, nous allons peut-être y revenir, mais si on parle du système, donc comment les résolutions sont prises, il y a le problème est mis sur la table par soit une demande d'un État,
soit une demande de l'organisation des organisations régionales de l'Afrique. Oui. Pour le cas du Congo, il y a eu essentiellement deux organisations régionales, l'East Africa Community, l'organisation de l'Afrique de l'Est. Et puis il y a eu l'organisation de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique, comment on appelle ça, la SADC. La SADC. Yes. Très heureusement pour le cas qui nous occupe, les deux organisations régionales ont senti le besoin de se rencontrer sur ce problème. C'est l'organisation de l'Afrique de l'Est qui a demandé à ce que la SADC rejoigne, qu'il y ait une réunion d'ensemble sur ce problème. Et puis, les deux organisations se sont rencontrées et ont pris des décisions, lesquelles ont été reportées alors au Conseil de sécurité au niveau supérieur. Parce que cette fois-là, ce n'était pas le Conseil de sécurité qui est généralement qui réunit les ambassadeurs. C'était plutôt, il y a, je dirais, 3 niveaux. Il y a les ambassadeurs, il y a les ministres concernés, les ministres des Affaires étrangères, et il y a le sommet. Quand c'est au niveau du sommet, c'est les présidents même qui sont présents et représentent leur pays au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est ainsi que les choses se font. Et le dernier sommet, je dirais que c'était exceptionnel dans la mesure où ça s'est fait au moment où il y avait le sommet de l'Union africaine. Oui. Et puis, il y a eu une séance spéciale du Conseil de paix et de sécurité qui a réuni les chefs d'État. Donc, je dirais que si on entre dans le fond, ils ont, en général, ils ont appuyé les décisions qui avaient été prises dans la réunion conjointe des deux organisations régionales. Alors parlons du fond, si on entre dans le fond, donc en soutenant aussi l'intervention de l'ambassadeur Seba Chongolé. Est-ce que vous croyez que la communauté internationale tire suffisamment de leçons dans des expériences passées en matière de résolution de conflits? C'est pas toujours le cas. Je pense que il y a toujours des problèmes d'intérêt. Et avec les intérêts des États et les intérêts des relations bilatérales ou régionales d'un État ou d'une organisation comme, je dirais, l'Union européenne ou les Nations unies, les problèmes ne vont pas, ou les solutions ne vont pas directement dans le fond. Il y a toujours un biais. Il y a souvent un biais qui représente, comme on le dit souvent, les intérêts nationaux des grands. Et des grands, surtout aux Nations unies, il y a les 5 permanents qui ont le droit de veto. Donc, si il y a un des 5 qui juge que ce n'est pas opportun de prendre une décision qui va dans cette orientation, généralement, il y a le travail dans les commissions. On retourne ça pour études approfondies et pour ajustement. Ça peut prendre, pour des résolutions compliquées, ça peut prendre même 1 mois ou 2. Oui. Et finalement,
quand c'est urgent, ils s'arrangent quand même pour avoir un compromis. Et c'est ce qui s'est passé avant la résolution d'il y a 2 jours, pratiquement, aux Nations Unies. Il a fallu beaucoup de séances, de discussions, de retours pour études. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne, en fait. Oui. Ambassadeur, vous venez de mentionner qu'il y a des fois, on s'attend à une déclaration vraiment très différente, mais du coup, on réalise que c'est presque la même chose de toutes les déclarations qu'on attend. Alors, ces résolutions donc, reflètent quoi? C'est quel message donc, pour notre région et continent? Je crois qu'il faut être attentif à d'autres sons de cloche qui entourent cette résolution. Mais dans le cas d'espèce, pour le cas de la RDC, il y a une coïncidence un peu bizarre que j'observe. Ouais. C'est qu'en 1997, au mois de février, on a pris la même résolution quand Mobutu était au pouvoir contre l'AFDL qui attaquait et contre le Rwanda aussi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a été dans les tiroirs, qu'on a ressorti la même résolution. Alors on se pose la question, c'est pourquoi faire? Parce que 3 mois après, Mobutu était parti. Oui. Il est parti au mois de mai. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Est-ce qu'il y a un message qu'on veut livrer? Moi, j'observe. Et je pense que, comme ils disent, je pense qu'autour, quand vous suivez les médias, les réseaux sociaux, il n'y a qu'une seule solution. C'est le dialogue. Même en 1997, on avait préconisé les dialogues. On n'a pas fait ça. Aujourd'hui, quand bien même on condamne le M23 et le Rwanda, après, dans le texte, on préconise les dialogues. Alors, on ne sait pas quelle est la position qu'on prend. C'est une gifle ici, une gifle là-bas, et puis on s'était. À vous de trouver une solution. Oui. Donc là, franchement, pas comme politicien, mais comme analyste, comme tel, je me dis, mais quel est le message derrière la résolution? J'ai l'impression que les Africains devraient se réveiller et se dire qu'on ne va pas chercher la solution ni en Europe, ni aux États-Unis. Alors, il faut dialoguer. C'est tout ce que je vois. Il n'y a rien de sérieux dans ce qui... Parce que pour qu'on en arrive à prendre la résolution au niveau des Nations Unies, c'est qu'on montre que nous, les Africains, nous-mêmes, ne sommes pas capables de s'asseoir et de trouver une résolution. Exactement. Donc, et pourtant, ça a été préconisé depuis longtemps. Donc, pour moi, ça n'a pas beaucoup de poids. Peut-être, pour d'autres, ils verront une sommation, mais je suis un peu prudent. Ouais. Votre réaction en tant qu'analyste en diplomatie est très importante parce que vous dites que le message qui devrait être tiré, c'est être attentif à ce qui entoure la résolution parce que d'un côté, il peut y avoir des intérêts autour de ça. Donc, et aussi quand on parle de dialogue, surtout que les personnes concernées, les concernés ne veulent pas dialoguer, c'est quelque chose sur lequel on va revenir tout à l'heure. Ambassadeur, vous, de votre côté, vous pensez de quoi? C'est quel message que les Africains peuvent avoir? Je pense que les Africains, dans le cas présent, surtout la région, les 2 régions ont pris les bonnes décisions. Et ils ont, comme depuis le début, ils ont insisté sur le fait que la guerre, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la voie qu'il faut suivre. Il faut qu'on se mette sur la table et qu'on ne refuse personne sur cette table, notamment si on dit les choses concrètement. Il y a le problème se trouve dans la situation de guerre qui se déroule dans l'est du Congo. Il y a des citoyens congolais qui sont maltraités, à qui on ne reconnaît pas le droit de citoyenneté pratiquement, et qui sont
dans le concret de tous les jours, qui sont traqués, qui sont maltraités, qui sont tués, qui sont mangés. Donc des situations terribles de refus de droit. Et ça, c'est les faits. Mais les faits qui, généralement, compte tenu des intérêts de ceux qui reportent, essentiellement ce que l'on appelle les groupes, les groupes d'études qui sont délégués par les Nations Unies pour analyser ce qui se passe et reporter à l'est du Congo. Ces choses sont tues. Les faits concrets sont tus. Et bien entendu, comme analyse, il faut, quand la réalité n'est pas présentée comme elle est, il y a toujours des en-dessous. Et ce sont ces en-dessous qu'il faut analyser. Pourquoi on n'entre pas dans le fin fond de la question et qu'on le voit superficiellement et avec un œil qui ne voit pas tout, qui voit surtout les côtés qu'il veut voir et qu'il veut faire passer. Donc, ça, c'est au niveau de la présentation des faits, mais au niveau des conclusions, quand il y a eu un biais au niveau de l'analyse, bien entendu, les conclusions seront de biais. Et c'est ce que l'on voit essentiellement dans les rapports des groupes d'études que les Nations Unies, le Conseil de sécurité envoie sur le terrain. Généralement, même connaissant que ce problème a des racines très profondes, ils ne vont pas aux racines. Ils analysent d'une manière intéressée, parce qu'il faut dire que derrière ces personnes qui viennent sur le terrain, il y a l'organisation qui les envoie, et dans cette organisation, il y a ceux qui prennent la plume, par exemple pour la région, c'est la France qui dirige l'écriture du rapport et l'écriture même de la résolution. C'est ce que l'on appelle de penholder, et il y a une certaine influence, même si les autres membres du Conseil de sécurité et surtout les 5 permanents ne se laissent pas faire, mais il y a quand même celui qui rédige, celui qui présente, celui qui est en principe, qui doit présenter tous les éléments pour qu'il y ait une bonne discussion. C'est important que cette personne voit tous les côtés et non un côté seulement. Et ce que l'on a vu du côté du Conseil de sécurité, après même que l'Union africaine se soit prononcée et pris une résolution au niveau des chefs d'État, que eux, ils aillent au-delà. Parce que la condamnation du Rwanda, telle qu'elle s'est faite aux Nations Unies, n'est pas de la même force ou de la même intransigeance comme, je dirais, la résolution du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et là, elle est allée nettement plus loin, et non seulement plus loin, mais elle a même exigé, par exemple, pour le retrait, pour le M23, le retrait des territoires qu'elle a conquises. Cela, on ne le voit pas. Et là, on a mentionné qu'il n'y a pas de changement, il n'y a rien à négocier. Exactement. Et cela, on se demande, on n'analyse même pas que pour les mesures qui ont été prises, c'est l'un des belligérants qui a refusé de consommer à table. Parce que tous les deux organisations, si on compare, pour l'essentiel, ils disent la voie militaire n'est pas la bonne solution et n'apportera pas de solution. Mais la première personne qui a refusé depuis le début
c'est-à-dire le président Tshisekedi, Oui. il est encore fermement, et même dans les déclarations qu'il a fait hier, c'est toujours la même chose. Il ne va pas parler au M23. Et pourtant, on continue à dire non, le M23 doit se retirer des territoires qu'il a pris aux belligérants qui violent le droit de ce peuple. Donc, il y a cette contradiction au niveau même de l'organisation de l'unité africaine qui est censée être la voie première. Donc, et c'est cette contradiction qui apporte finalement les malentendus et qui fait penser à Tshisekedi, par exemple, qu'il est soutenu même dans la violation, de ce que l'Union africaine a proposé. Oui. En parlant, vous venez de mentionner une contradiction. Ça, c'est comme une conséquence. Vous avez mentionné de citoyenneté, dialogue aussi, ambassadeur, vous êtes revenu sur ça. On va écouter tout à l'heure le représentant du Rwanda aux Nations Unies parlant donc du refus d'engager des dialogues, donc parlant de la RDC. Là, j'aimerais parler du conflit. Citoyenneté et tout ça, l'origine du conflit. Peut-on observer ou bien peut-on analyser donc les faiblesses ou les forces des résolutions adoptées? Parce qu'ici, c'est clair. L'origine, c'est important. Alors, s'ils refusent les dialogues, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que le refus du dialogue, alors que quand même les deux organisations, celui de l'Union africaine et les Nations unies, au niveau global, proposent que le dialogue soit la voie première. Je pense que si le concerné, c'est-à-dire le pays qui a des problèmes, refuse de respecter la voie prônée par les deux organisations, la situation va se détériorer, pour sûr. Et c'est là que peut-être le cas du Congo devient encore plus problématique, parce que le Congo lui-même, et surtout quand comme vous le demandez, quand on va dans les racines du problème, et l'Union européenne et les Nations unies savent bien le fin fond du problème. Ça remonte de bien loin, de la conférence de Berlin, après la Première Guerre mondiale, qui ont été suivies par la colonisation. Et finalement, donc, avec la conférence de Berlin, la fixation des frontières et l'accaparement de l'Europe des territoires, comme s'il n'y avait pas de peuple qui habite ces territoires. Et donc, je pense qu'il y a un problème profond d'aller à la source des problèmes. Oui. Et cette source, c'est seulement, et je dirais, c'est bien entendu si ils étaient de bonne foi. Et l'Europe, et les États-Unis, et les Nations Unies devraient constater que non seulement l'Organisation des Nations Unies, elle est là, au Congo. La première question que l'on se pose, connaissant comment le conflit actuel est né, surtout au moment du génocide perpétré contre les Tutsis, ici en 1994, au moment où les génocidaires, après leur sale besogne, ont été reçus au Congo comme des réfugiés normaux, et même plus que les réfugiés normaux, puisqu'ils sont entrés avec armes et bagages au Congo. Et ils ont été solidement soutenus par le Congo, les régimes se suivant, et le régime actuel
a fait mieux que le régime de Mobutu parce qu'il a intégré les forces génocidaires dans son armée. Et cette force génocidaire, c'est, je dirais, les troupes d'élite de l'armée congolaise. Et il le fait dans une coalition incroyable, où même les Nations Unies se battent avec les forces génocidaires contre le M23. Donc c'est une situation incroyable. On n'a jamais vu ça, où les Nations Unies, les forces d'État, il y a bien entendu ce que l'on appelle le chapitre 7. Le chapitre 7, permet aux forces onisiennes, les peacekeepers, d'utiliser, de combattre. Parce que d'habitude, c'est des forces d'interposition, c'est des forces qui vont sécuriser la décision d'une paix, de créer une paix, la paix, ou de protéger la résolution qui veut que la paix s'établisse. Mais ici, au Congo, on a introduit, connaissant bien que l'État congolais était en train d'utiliser des forces génocidaires qui sont condamnées par la résolution de 1948 qui dit que le génocide, il doit être, il faut faire en sorte que dès les premiers signes, il faut faire en sorte que le génocide soit combattu, soit empêché. Et une fois que le génocide a été accompli, il faut faire en sorte que ceux qui l'ont commis soient jugés. Oui. Mais ici, au Congo, les forces onusiennes qui sont là depuis plus de 20 ans, ils se battent aux côtés du gouvernement avec les forces qui ont commis le génocide. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Donc il y a des contradictions qui font que ça donne force. Sûrement Tshisekedi, parce que Tshisekedi n'est pas condamné et il devrait l'être, puisqu'il utilise les forces génocidaires. Alors qu'il est sommé par la charte de 1948 sur le génocide. C'est une obligation. Il doit absolument combattre les forces génocidaires et il est également commis comme le chef d'un État membre du Conseil de sécurité, du Conseil des Nations Unies. Il doit se soumettre à la résolution de 1948 sur le génocide. Mais il ne le fait pas. Et il fait comme si c'était lui qui était menacé. Donc nous sommes dans une situation complètement contradictoire. On est dans une situation contradictoire, comme vous le dites. Ambassadeur, vous avez dit que c'est clair, tout le monde sait que la résolution, bien la solution, c'est la solution qui est vraiment importante ou bien nécessaire maintenant, c'est le dialogue. Et du côté du Parlement européen, on vient de dire que tout le monde connaît le fin fond, donc l'origine du problème, tout le monde connaît. Mais quand on parle de contradiction, ça veut dire si il est proposé qu'il y ait un dialogue et que la RDC ne veut pas vraiment accorder un dialogue avec M23, alors que les M23, dans la résolution, on dit qu'il doit y avoir un retrait. Ils vont aller où? On va y revenir après avoir écouté ambassadeur Ernest Kwamucho, donc concernant le refus d'engager des dialogues sur avec son propre peuple, parlant donc du président Tshisekedi. Au lieu d'engager le dialogue, la République démocratique du Congo a délibérément ignoré tous les mécanismes mis en place par les organisations régionales dans lesquelles elle se trouve pourtant, y compris son refus de cesser les hostilités et son refus d'engager les dialogues avec son propre peuple
et l'a plutôt pris pour cible en raison de son appartenance ethnique. Depuis la prise de Goma, les dirigeants régionaux ont travaillé dur pour établir la paix. Mais au lieu d'aider le Congo à atteindre cette paix, certains pays ont continué à accroître leur présence militaire dans le conflit, y compris le Burundi. Cette prolifération incontrôlée d'armes a conduit des groupes autrefois affiliés au gouvernement congolais à commencer à combattre leurs anciens alliés. Nous avons souvent dit que lorsque le gouvernement augmente les groupes armés comme les Wazalendo et leur distribue des armes, le résultat, c'est le chaos. Nous l'avons vu avec les décès causés par les Wazalendo et d'autres jeunes à qui on avait donné des armes pour riposter. Et voilà le résultat que nous récoltons. Si les sanctions étaient une réponse ou une mesure pour résoudre cette crise régionale, le Rwanda serait parmi les premiers. Voilà, on parlait des contradictions, mais on vient de parler donc du dialogue. Alors, ambassadeur, vous voulez revenir sur la contradiction, votre point de vue sur la contradiction? À mon avis, tous ces textes-là sont biaisés. Dans l'ensemble, on parle de retrait du M23 des territoires conquis. Où est-ce que vous voulez qu'ils aillent? Deux, si se sont décidés à se battre, c'est qu'il y a une raison. C'est que Kinshasa a refusé le dialogue avant. Parce qu'un bon chef, un bon gouvernement devrait être attentif à ce qui se passe sur son territoire et amener tout le monde autour d'une table et dialoguer. Ça n'a pas été le cas. Déjà, en 2012, quand le M23 avait attaqué, on a demandé le dialogue. On a essayé, je crois que c'était la Sun City, si je ne me trompe pas. Ils ont négocié et on a fait un gouvernement 4+1. Ça a tenu un peu, mais les militaires ont vécu une expérience qu'ils n'ont pas envie de vivre encore. On les a amenés de tout le coin du Congo, du Congo, et la plupart ont été tués. Alors, quand on demande au M23 de reculer, mais pour reculer où? À Bunagana ou alors aller en Ouganda, là où ils étaient? Non, ça ne va pas. C'est se fermer, c'est se voiler les yeux. Et du coup, et même s'ils acceptaient, ça veut dire qu'on donne une carte blanche à M. Tshisekedi, où on tue partout une communauté, on mange les gens devant la télévision. Dans les valeurs humaines des Bantous, ça n'a jamais existé. Un gouvernement qui supporte ça, je ne vois pas quelle est sa place au sein de l'Organisation des Nations Unies. Mais on tolère ça. Et pour comprendre ça, c'est qu'il y a des acteurs à plusieurs niveaux. Il y a au niveau du Congo, des prédateurs, y compris Monsieur le Président et sa famille. Et lui, il veut protéger. Parce que dans la dynamique du pouvoir au Congo, les gens du bas Congo, ou du Kwilu machin, avec Kasaboum, avaient pris le pouvoir, il a fait 5 ans. Mobutu en a fait 32. Mobutu, c'est de l'Équateur. Kabila, il est du Katanga. Il a fait 18, plus les années que son père a fait, je crois que c'est plus que 20. Et Tshisekedi, dans son imaginaire assez fertile, il s'est dit, je dois faire aussi 20. Et c'est ça qui apporte la cacophonie. Mais les choses ont changé. Les choses qui se sont passées dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, ne peuvent pas se reproduire aujourd'hui. Et je crois que, même si on peut critiquer, la façon dont le pouvoir s'est passé entre M. Tshisekedi et Kabila, c'était un début de démocratisation. Il fallait continuer là-dessus. Ça n'a pas été le cas. Alors, comme il s'embrouille là-dedans, il invente n'importe quoi, mais comme il est chouchouté par les puissances, alors on accepte tous ces bavures, quoi.
Et là, c'est la première contradiction quand on demande au M23 de reculer. Parce que pour négocier, il faut négocier quelque chose. Ouais. Et si le M23 se retire, il va négocier quoi? C'est ça la contradiction, en fait. C'est la contradiction. Donc, il faut vraiment, je ne sais pas. La solution se trouve dans le peuple. Tant que le peuple est manipulé à ce point, surtout au niveau du Congo, rien ne va marcher. Je ne vois pas, parce qu'on voit l'Église dire non. On voit les politiciens sont muselés, mais ils n'en pensent pas moins. Mais aujourd'hui, le M23 devait être à Uvira, mais il y a une raison. Il y a une concentration des militaires sud-africains à Bujumbura, des militaires, plus de 40 000 militaires à Uvira. Le M23 ne va pas faire c'est canardé, donc il va essayer d'y aller mollo, mais il va y arriver. Mais s'il y arrive, c'est Kalemi qui tombe. Si Kalemi tombe, c'est Lubumbashi qui tombe. On va négocier quoi? Exactement. Il faut être logique. Il ne faut pas aller dans les textes. Les textes accompagnent ce qui se trouve sur le terrain. Oui. Et surtout si on revient sur ce que vous avez dit à la base, puisque là, ici, on est ensemble en train de parler donc, de cette résolution. Et que, alors, si la résolution, d'une part, on est demandé ici en Afrique, dans la région, de faire attention à la résolution, puisque des fois, il faut faire attention à ce qui est autour de cette résolution par rapport aux intérêts. Parlant de ces intérêts, quelle place donc doit occuper la question de l'exploitation des ressources naturelles dans les résolutions apportées au conflit? Parce qu'ici, ces résolutions, on parle encore de l'exploitation, on parle de l'exploitation des ressources naturelles. Quand on parle d'exploitation des ressources naturelles, on ne dit pas qui achète, on ne dit pas qui est propriétaire. Quand M. Tshisekedi a pris le pouvoir, presque tous les minéraux étaient plus ou moins en main des Chinois. Et les Américains ne sont pas contents. Et Tshisekedi a compris. Il a dit non, je ne veux pas de problème. Vous me protégez, moi je vais vous donner tout ça. La protection. Il faut voir son interview il y a le 22, il y a 2 jours, je crois, à New York, M. Tshisekedi. Ils ont tout, vous prenez, on fait un deal. Il veut faire une affaire, en fait. C'est du business. Lui, il fait une affaire. C'est le peuple qui souffre. Et pourtant, son père a dit, M. Tshisekedi Etienne, il disait, le peuple d'abord. Mais lui, je ne sais pas ce qu'il a été trouver sa philosophie. Et là, c'est là où il faut le contredire. Parce qu'il mène les gens sur un terrain qui n'existe pas. En politique, ça n'a jamais existé. Cette histoire de livrer à tous les jours le Rwanda dans l'imaginaire social ou communautaire en disant c'est le Rwanda qui m'attaque, c'est faux. Il faut que les Congolais arrivent à faire la part des choses. Et d'ailleurs, certains commencent à comprendre. Mais comme l'armée secrète là pour tuer les très vivantes dans la vie des gens, tout le monde a peur. Mais les langues vont se délier. Je crois que avant de venir, j'ai lu une vidéo ou entendu, écouté une vidéo de Kabila, je crois en Afrique du Sud. Il est intervenu en disant qu'il n'y a que la voie militaire ne peut pas résoudre cette question. Il n'y a que par la voie du dialogue. Et le dialogue, je crois que l'ambassadeur l'a mentionné, c'est qu'il faut rechercher les causes profondes qui font qu'on est là. Et ceux qui ont causé cette situation, il faut condamner le Rwanda. Il faut condamner le Rwanda. Accusation. Mais vous, quelle est votre responsabilité dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vraiment l'Africain compte pour vous? Ou ce sont les minéraux? Et je pense qu'au XXIe siècle, ça ne peut plus marcher. Je pense qu'on est un peu en retard au niveau de l'éveil, de changer cet esclavagisme mental de soumission contre une force obscure quelque part, qui nous empêche d'être nous-mêmes. On vient mesurer les nez et tout. Les Congolais, ils sont gentils, ils sont bons, ils sont hospitaliers. J'ai vécu là-bas.
Mais ce que ce monsieur-là est en train de faire, ça va se retourner contre lui. Ça va se retourner contre lui. Une fois qu'ils sauront vraiment la réalité, parce que... Mais quand il est en j'y business. pense tous les jours, je dis, il porte un démon en lui, parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. C'est très grave. Parce que... Alors qu'il suffisait de s'asseoir sur une table, parce qu'il y a deux processus. Processus de Nairobi, processus de Luanda. Puisqu'il dit qu'il va discuter avec le Rwanda, OK, on discute. Mais le processus de Nairobi. Discute avec M23. C'est comme un conflit interne. Mais le Rwanda, je ne vois même pas de quoi on discute. Exactement. On n'est pas interpellé là-dedans. On n'a rien à voir là-dedans. Mais par contre, on est interpellé par notre sécurité intérieure. Ce qui se passe au Rwanda quand vous avez un géant comme le Congo qui se met en débandade, qu'est-ce qu'on nous on va faire? C'est ça la protection qu'on veut. C'est ça le problème, Oui. en fait. Et là, nous avons besoin d'un Congo stable. Ce n'est pas seulement le Rwanda, mais tous les pays limitrophes. Même le Centrafrique, tout ça, l'Ouganda, le Burundi, je ne sais pas quel jeu ils jouent. Parce qu'ils sont derrière nous, on va faire un deal pour de l'argent. L'argent, est-ce que ça va au peuple burundais ou ça va dans les poches de monsieur le président? Le président. Ça, c'est une très bonne question. C'est une nouvelle politique qui est arrivée, du populisme. Hein? Mais l'argent, là, on le sait. Depuis son séjour en Suisse dernièrement, où il a, en une nuit, il a pratiquement dépensé 440 000 francs suisses, une nuit. 1 million d'euros. Et la Suisse, maintenant, il déclare ses dépôts, des milliards amassés ces dernières années. Oui. Donc, je pense que si il y avait vraiment une éthique politique auprès de ces organisations et auprès des États concernés, on devrait voir l'orientation de Tshisekedi, c'est tout simplement s'enrichir et puis le peuple, il s'en moque. Le peuple, c'est pas son affaire. Pouvez-vous revenir aussi sur votre point de vue sur l'approche des Nations Unies sur cette question de ressources naturelles? Bien entendu, je pense que c'est connu. Et les 5 grands. Pourquoi? Parce que dans la résolution, en préparant la résolution 2772, il y a eu beaucoup de séances de négociation. Mais dans une séance, il était question, c'est-à-dire essentiellement l'Europe, ils étaient revenus sur le problème des minerais. Et bien entendu, on accusait la Chine, essentiellement les États-Unis accusaient la Chine d'avoir accaparé tous les minerais du Congo. Alors que aussi les États-Unis pensaient qu'ils devaient avoir leur part sur ces minerais. Et le papier est revenu aux commissions d'études. Finalement, dans la résolution 2772, cet aspect semble ne pas revenir avec la force avec laquelle la question a été posée, parce que ça regarde maintenant 2 ou 3 ou 4 ou 5. Finalement, c'est les 5 grands qui se trouvent sur le champ de bataille. Ouais. Oui, donc il y a des intérêts. Et maintenant, avec la période où on se trouve, avec des changements technologiques, les minerais du Congo attirent toutes ces puissances. Comme ces derniers temps, la Chine avait effectivement pénétré le marché et puis en jouissait, il faut voir comment ces minerais ont fait que quand même la Chine s'est développée très vite. Et ils amassent des minerais
à des coûts presque dérisoires, et puis ils fabriquent du matériel fini, ils le vendent sur le marché africain, asiatique et même européen. Donc, il y a un problème que les pays qui pensaient qu'ils devraient profiter de ces minerais en premier, suite exactement aux prérequis qu'ils ont acquis avec la colonisation, mais avant la colonisation, avec la conférence de Berlin, où se sont partagés de l'Afrique. Pour eux, ces minerais leur reviennent. Et les autres aussi disent non, ça devrait en fait être l'objet d'un commerce équitable, qui devrait être régi par une éthique politique et diplomatique. Donc, il y a tout ça. Les minerais, il est vrai, sont au centre de ce combat que nous vivons à l'est du Congo. Mais pour résoudre ça, il faudrait que les intérêts, c'est évident, on ne peut pas éviter ça complètement, mais il faut quand même une certaine équité. Équité essentiellement parce que ces minerais, ça appartient aux Congolais avant tout. Oui. Il faudrait maintenant se demander, est-ce que les Congolais jouissent de ces minerais? Ou c'est, je dirais, un leadership juste qui s'accapare des miettes, je dirais, des miettes, parce que même ce leadership, je pense que les minerais du Congo profitent surtout à ces puissances qui corrompent le leadership. Et le leadership, bien entendu, en tire ce qu'il peut en tirer, mais ça ne profite pas au peuple congolais. Donc le problème des minerais, c'est ainsi qu'il est. Surtout dans cette période, puisque le plus important pour le peuple congolais, ce n'est pas vraiment les minerais, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Le temps nous fait défaut, mais j'aimerais demander quel énoncé peut-on faire donc, sur l'efficacité de la mission des Nations Unies pour la stabilisation donc, en République démocratique du Congo, dans son rôle d'assurer la paix et la sécurité? Qu'est-ce qui devrait être changé? Je pense qu'il y a du business. C'est davantage du business pour ceux qui peuvent tirer les ficelles dans ces 5 grands du monde et qui peuvent utiliser l'organisation comme un outil pour leurs intérêts. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que la mission des Nations Unies au Congo, qui, comme je le disais au début, que c'est maintenant plus de, je pense, autour de 25 ans, à peu près. Il était parti, la mission était là pour sécuriser, pour faire en sorte que les résolutions qui ont été prises sur le Congo soient mises en application et que le Congo retrouve la paix, que le peuple jouisse du Congo et de ses minerais, de ses richesses. Mais finalement, parce qu'il y a cette volonté d'exploiter le plus possible à leur compte les richesses du Congo, je dis à leur compte, c'est le leadership du Congo et c'est les internationaux. Tantôt c'est, on accuse la Chine, tantôt c'est l'Union européenne, tantôt c'est les Américains. Mais tout cela, comme je l'ai dit, où sont les Congolais? Où sont les Congolais pour ces minerais? Ouais. C'est le problème. Et vous, ambassadeur, vous partagez le même point de vue? Oui, c'est une histoire qui se répète. Hein. Donc, depuis 2001, à Monique et puis Monisco, ils sont là. Mais ça profite à qui? Mais apparemment aussi, les soldats de la Monisco participent aussi au pillage des minerais. Absolument. Vous avez donc, la mission première pour aller sécuriser et installer ou instaurer la paix, ce n'est pas ça qui est fait. Mais puisque ce que nous, on le voit, les dessous des cartes, c'est s'enrichir. Ouais. Et puis tous ces militaires sont payés.
Donc il y a plusieurs pays qui profitent de cette situation. Ils n'ont pas envie que ça change. Alors j'en reviens à la résolution qui vient d'être prise. On a pris Goma. En une semaine, on a sécurisé Goma. C'est exemplaire. Pour quelqu'un qui est un peu de la jugeote, il peut dire, mais pourquoi est-ce qu'on doit continuer à soutenir le pouvoir de Kinshasa? Goma est sécurisé, propre, tout. Dès le lendemain, 2 jours après, la vie, enfin disons la vie des citoyens reprend le dessus. Il n'y a pas des gens qui tuent les autres et tout ça. Et pourtant, il y a encore des militaires cachés quelque part. Ils marchent sur Bukavu. Vous avez vu le nettoyage. Au Congo, on parle des Salongo. Ici, on parle de Muganda. Vous avez vu comment on a lavé la ville. Oui. Propre. Eh bien, c'est lui qui entretient le langage de dire le M23 ou alors les désordres là, il est bouche bée. Il ne sait rien faire. Alors du coup, il dit on arrête ces gens-là parce qu'ils démontrent qu'ils sont capables d'instaurer la paix et de donner une chance au peuple congolais de se prendre en charge. Du coup, la mission des Nations Unies n'a plus de sens, n'a plus de raison d'être là. Et voilà la bagarre. Ouais. Alors on se dit, mais on prend une résolution, on fait tout marche arrière. Rapidement. Donc ça c'est la politique internationale. Ils sont libres de prendre les résolutions. Je crois que ceux qui sont sur le terrain aussi doivent savoir pourquoi ils se battent. Et c'est vivre ou mourir, de préférence vivre. Oui. Donc là, mais ce que je pense aussi, c'est que le monde évolue. Il y a toujours un qui dit, mais hey, vous exagérez. C'est pas normal. Vous venez de mentionner, vous partagez le même point de vue avec lui. Je partage le même point de vue, mais j'ai donné des exemples pour expliquer pourquoi il y a cette résolution. Oui. Parce que tout ce que les M23 fait, c'est contraire, parce qu'on les traite de barbares, des gens qui font des violations de tout le monde. Et pourtant, là où ils arrivent, c'est la paix. Et puisque vous faites la paix vous-même, pourquoi est-ce que vous voulez que l'extérieur intervienne? L'Afrique du Sud, elle est venue pour faire la paix, pour instaurer la paix. Mais elle s'est retrouvée dans la bagarre. Mais ces gens-là, ils sont même gentlemen. On leur donne à manger, à boire, tout ça. Mais ils sont perchés sur une idée, l'Afrique du Sud, la puissance régionale, la puissance de l'Afrique. Ils ne veulent pas descendre de leur piédestal pour dire que ce sont des hommes comme tout le monde. Merci, ambassadeur. Le temps nous fait défaut. Je comprends. On parlait des résolutions qui sont rapidement prises, qui sont presque les mêmes, qu'on regarde très bien. Selon vous, quel serait donc un bon moyen pour avoir un dialogue serein? La première chose que je pense, pour moi, regardez le cas du Mali. Je crois que c'est MINUSCA. Il y avait La MINUSCA. La MINUSCA. Elle a fait 10 ans. Mais les autorités se sont rendues compte qu'elle ne fait rien. Allez, ils ont pris les armes eux-mêmes. Au moment où les terroristes arrivaient à la porte de Bamako, ils ont tout arrêté et ils ont repris leur pays à main. Je pense qu'on peut assister les Africains en donnant des conseils, en donnant même des moyens, mais pas rentrer dans le conflit. Parce que le conflit est interne. Et à partir du moment où on admet que le conflit est interne, alors on favorise le dialogue. Mais pas en faisant des partis pris. Parce que le parti pris, là, jusque-là, c'est sur un gouvernement qui, finalement, est mis là, mais sans adhésion du peuple. Parce qu'en 2018, M. Tshisekedi n'a pas été élu. En 2023, il n'a pas été élu. Mais si ça s'était passé en Europe, c'est la révolution. Mais chez nous, on accepte le désordre. Donc, c'est à nous de chercher notre solution et d'accepter d'aller à table. Mais si on va à table, c'est pas très compliqué. Hein? Merci beaucoup, ambassadeur. Serge Ngolé, on vous accorde quelques secondes pour nous parler des conditions pour un dialogue serein. Je pense que l'Afrique devrait,
responsables, les organes ou l'organisation de l'Union africaine, les organisations régionales, devraient dire aux organisations, outre, à l'occurrence, l'Union européenne et les Nations unies, qu'ils sont responsables, ils ont pris des décisions. Ces organisations devraient respecter les résolutions des Africains. Ouais. Parce que le problème est africain. Et il y avait juste un sommet de l'Union africaine qui avait pris des décisions. Aller au-delà, pourquoi faire? Quand on sait que l'organe consacré, c'est-à-dire le sommet de l'Union africaine, avait bien précisé le chemin à suivre. C'est-à-dire que le combat n'était pas la solution, mais que la solution était que le dialogue s'établisse avec les parties prenantes dans le problème. Et je pense que ce n'est que cette fois qui pourra effectivement réussir. Ce n'est pas mis en pratique par le Congo qui est concerné au premier chef, c'est-à-dire que le Congo aura choisi de ne pas vivre en paix. Et malheureusement, la guerre continuera. Et alors, la question que vous posez, comment est-ce que les choses pourraient s'organiser ou être prises en charge par ces organisations qui vont au-delà des décisions de l'Union africaine? Je pense que ces organisations devraient se rendre compte qu'à un moment donné, il faut accepter que les premiers concernés, c'est les Africains, Oui, les Africains. Et leur donner la force nécessaire pour qu'ils résolvent leurs problèmes. Merci beaucoup, ambassadeur Nsengimana, et merci aussi, ambassadeur Séva Changolé. Le dialogue, c'est très important, et aussi, il doit être respecté par le pays concerné, la République démocratique du Congo. Et aussi, la communauté internationale devrait respecter les résolutions, bien les décisions des Africains. On est à la fin de l'émission Majuscule Propos, et on vous remercie beaucoup. J'étais Amandine Dikoumassabou, j'étais sur le plateau, j'étais avec deux analystes en diplomatie, ambassadeur Séva Changolé et ambassadeur Nsengimana. Merci à vous tous.